écoutez, ravie de vous voir hein, ce soir à tous et à toutes. Donc, pour les 3 auteurs des Fables Fertiles, quand Guillian m'a proposé le thème le réel à l'épreuve des faits, j'ai tout de suite acquiescé. Et je m'étais pas rendu compte à l'instant qu'il y avait une notion féerique. Or, moi, j'étais restée sur des faits et j'ai trouvé ça absolument intelligent parce que c'est vraiment dans la ligne éditoriale des Fables Fertiles. Tu me dis si je me trompe, mais on est vraiment sur une ligne fiction-réalité avec une proposition d'ouvrages qui sont différents parce que on a des essais, des nouvelles, romans noirs, romans, plein de thèmes différents. Qu'est-ce qu'on a? Solitude, silence. Parce que je pense à ce qui est là. Donc voilà. Là ce soir, donc il y a les 3 auteurs. Ensuite, je vais passer le micro à Guillaume pour qu'il présente la maison. Clotilde, pareil, si je me trompe, faut m'arrêter. Mais Clotilde Escale, je connais un petit peu parce que j'ai lu ses précédents romans. Notamment celui d'il y a 2 ans, il me semble, c'était toute seule, on est d'accord? Oui. Donc journaliste aussi culturel. Et puis ça c'est vraiment personnel, ce qui me plaît, c'est de lire des livres qui sont écrits par des artistes. Or, je sais que elle est peintre et il me semble même qu'on est sur de l'art contemporain. Commencé par le théâtre, avec le théâtre laboratoire, surtout, donc des expériences intenses. J'ai été journaliste. Bon, l'écriture, ça a toujours été. Donc c'est une parole qui est là depuis longtemps. Et je me suis rendu compte, peut-être au moment de la promotion des livres, que c'était quelque chose qui force à dépendre du contexte. Et quand il y a contexte, c'est parfait. Sinon, quand il n'y en a pas, c'est qu'une promotion et ça perd beaucoup de son ampleur. C'est-à-dire que l'écrivain n'a pas beaucoup à dire en général. Là, avec les Fables Fertiles et vous, par exemple, c'est parfait. C'est quelque chose qui donne beaucoup de sens et qui permet de déplier l'écriture. Donc après, il y a journaliste et plasticienne, oui. Et en art contemporain, journaliste surtout. Oui. Ensuite, donc, c'est Galien Sarde, que vous connaissez tous, qui a écrit 3 livres. Je me souviens de Trafic, on était plus sur un scénario. J'avais même pensé à l'époque que ça pouvait être adapté à la télévision, hein, c'est ça. Et là, on est sur un roman noir. Et Guillian, donc, le fondateur des Fables. Voilà, très bien. Bah, écoute, je te passe le micro pour que tu présentes la maison. Avec plaisir. Tiens. Merci à toi. Bien, écoutez, la maison d'édition, je vais essayer d'être dans une relative synthèse. C'est une maison qui s'intéresse de très près à l'écriture, à l'acte d'écriture, en tant que recherche vraiment exploratoire. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas au service, en tous les cas, c'est pas le sujet premier d'une forme de réalisme qui serait censé imiter au mieux le réel ou passer à un pacte de cet ordre, mais plutôt il s'agit plutôt d'être dans une exploration, voilà. Et le thème de la soirée, il est en résonance avec cette idée-là, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de restituer une réalité, mais plutôt d'explorer d'autres pans de réalité. Bon, ce qui interroge, et on aura à en parler, je suppose, mais la notion de réel, de réalité, qui sont 2 notions connexes, mais qui n'ont pas la même définition. Et voilà, donc la fiction, la réalité, c'est le thème de cette soirée. Et pour la maison d'édition, on a donc cette approche-là. Les auteurs sont des auteurs qui écrivent souvent, et beaucoup le manque. La question du manque, le manque à dire, le manque à être, et le manque à dire, ça s'écrit paradoxalement avec des mots. Voilà, des mots, des espaces, des interstices, et voilà. Donc, en quelques mots, la ligne éditoriale de Fables Fertiles. C'est un personnage quelconque dans des situations quelconques. Et à partir de là, est dans un temps suspendu. Alors, est-ce qu'il est au bord de l'abîme? Il est au bord, tel que ça a été formulé il n'y a pas si longtemps, de la révélation peut-être de lui-même. Et donc, c'est quelqu'un qui est à la campagne, qui n'a pas grand-chose à faire et qui laisse ce temps se dilater. Dans cet intervalle-là, il est traversé par un paysage et ce paysage peut donner quelques repères du réel.
d'un espace commun. Alors j'évoque la ressourcerie, mais je peux parler aussi des zones commerciales. Et il y a tout un rapport au réel dans ce cas-là qui nous permet peut-être de trouver ce qui fait lien et ce qui ne le fait plus. Et c'est dans ce partage, il me semble, du sensible, c'est-à-dire de quelque chose comme dirait Rancière, de l'expérience du sensible, comme une parole qui pourrait être la parole de l'art, mais la parole du politique aussi, que ça se situe. C'est-à-dire, ça se situe, c'est un homme qui est au bord, mais de la vie telle qu'elle est dans son essence, quand on est dépouillé de tout et qu'on a le temps pour soi. Alors c'est vrai que Beckett a été quelqu'un qui a beaucoup compté, un écrivain qui a beaucoup compté à une époque donnée. Et là, je pense qu'il y a sûrement, il y a peut-être quelque chose qui est de cet ordre-là, sûrement d'ailleurs. Il expérimente, je sais pas, pour le lecteur, il est peut-être au bord du précipice, mais comme on peut l'être tous si on reste enfermé quelque part sans rien faire. Ça peut être dans sa chambre, ça peut être à la campagne, ça peut être n'importe où quand on est livré à soi-même et qu'on est en face de notre être. Et il est au bord de son être, c'est ça. Il n'est pas tellement dans un rapport à la société telle, mais il la voit, il la décrit, il la repère, et il recherche le lien, il recherche le contact, tout en paradoxalement ne le voulant pas, c'est-à-dire qu'il le veut de loin comme une solidarité, comme pour faire communauté, mais cette communauté-là, elle doit obéir à certaines de ses règles, qui est une recherche de grande solitude pour pouvoir peut-être s'accomplir. Il écrit beaucoup. Mais il écrit pas grand-chose, hein. Il écrit parce qu'il écrit ce qui lui passe par la tête comme des énumérations, et il finit ça par des etc. Et c'est une façon d'englober tout le récit. Et je pense que dans le processus d'écriture, ce qui comptait, c'était de pouvoir aller au bout sans pouvoir les terminer, les achever, des etc. qu'il écrit lui. Voilà, c'est un cahier où l'écriture défile et sans pour autant qu'il y ait du sens. Et c'est ce sens-là, malgré tout, cette cohérence qu'il essaie de trouver dans sa vie de tous les jours. Est-ce qu'en fait, c'est justement parce que Beckett, justement, c'est ça, où en fait, il écrit toujours il arrive à faire parler le silence, il arrive à faire parler... voilà. Beckett, il serait pas là. Beckett, il se serait sauvé. Et, il était nulle part, on le voyait pas, Beckett. C'est fini. Bon, donc il était incapable de parler de ce qu'il faisait aussi. Beckett, je l'ai lu beaucoup, mais je l'ai aussi beaucoup expérimenté par le corps au théâtre de façon physique. Ce qui m'a plu chez lui, c'est cette dimension métaphysique qui est l'absurdité d'être. Et ça part pas forcément, ou bien du silence, peut-être un silence intérieur, mais c'est surtout une façon d'être au monde qui est quand même très sidérante. Et si on commence à questionner sa condition humaine, il y a un grand vide, il y a des abîmes, hein. Et la plupart du temps, comme le temps n'est pas dilaté parce qu'on mène une vie où on fait plein de choses, tout le temps. On est dans un temps qu'on appelle le temps des vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi du temps, tout est bien quadrillé, mais quand on l'a plus, et qu'on est à la marge de ce temps-là, parce que ça peut être aussi, à la campagne, ça se passe beaucoup, ça peut être aussi le temps de la ressourcerie, ce sont des communautés particulières, et la ressourcerie, c'est une communauté où on peut faire lien autrement, où le temps a un autre sens, où ça peut être aussi le temps de la lecture, c'est-à-dire on lâche tout, puis on lit, puis il y a un espace qui se dilate, et puis voilà. Donc ça part de tellement de choses qui est peut-être une pulsion aussi, quelque chose d'organique qui va, une nécessité qui va, comme chez Beckett, essayer de trouver du sens, ou au moins de sublimer quelque chose que l'on vit ou que Jérôme vit au quotidien, en passant par des choses un petit peu absurdes. Mais de toute façon, c'est absurde. Comme par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, il y a aussi une relation à Kafka
Alors pour Beckett, il creuse des trous comme Beckett dans son jardin, il remplit de peinture. Et chez Kafka, donc parce que tout échappe, le corps échappe, je me suis amusée à le faire aller chez le maréchal Ferrand, Jérôme, parce que tout d'un coup, il a de la corne qui pousse au pied. Et c'est quand même quelque chose de particulier, mais c'est comme si, de toute façon, on découvrait chaque fois que notre corps nous échappe et que ça peut arriver de n'importe quelle façon. Et comme Kafka avait un sentiment d'angoisse, bon là, il est moindre, hein. L'angoisse est moindre parce qu'il y a quand même des solutions, mais ce sont des solutions qui ne sont pas tout à fait conventionnelles. Et donc, il va chez le maréchal Ferrand. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, c'est surtout l'angoisse d'être qu'on essaie de résoudre, soit par l'abstraction, soit par l'absurde, l'humour, et le silence, pourquoi pas, et la solitude. Elle l'a très bien dit, mais c'est un peu, ça fait socle par rapport à nos 3 ouvrages qui sont extrêmement différents en termes d'esthétique, en termes d'approche. Mais la question du manque fait socle, et la question de la sidération, et la question également de la recherche de l'altérité, qui chez Galien, par exemple, va prendre d'autres formes, d'un désir exalté, et de tout ce que ça peut générer. Donc les images, la représentation de l'autre. Et chez Clotilde, on a effectivement, elle a très bien exprimé, mais je voulais quand même appuyer sur ce fait, c'est qu'il y a une recherche de l'altérité et il y a paradoxalement une recherche de solitude pour essayer de se restituer en tant que sujet et d'avoir de reprendre un peu le sens de la durée vécue, d'une certaine façon, hein. Et voilà, je voulais juste ajouter ça parce que c'est vrai que ça fait sens pour cette soirée de se dire que on a cette question du manque, voilà, qui peut se traduire par cette sorte de suspens qu'on retrouve chez ce personnage de Jérôme, ou qui peut se traduire par une recherche un peu exaltée, ou dans le cas des souvenirs de la Maison de l'Aube, par une rupture existentielle qu'on n'a pas vu venir. C'est Echnoz qui disait qu'on n'écrit jamais que sa biographie quand on écrit de façon fragmentée ou fragmentaire. Donc non, c'était pas à l'origine le projet, mais effectivement, quand j'ai terminé ce projet, je me suis rendu compte qu'il y avait de fortes dimensions en termes de trajectoire, pour le moins. Après, sur la question du rêve, qui est un rêve inaugural et qui ouvre le roman, et la question de la réalité, là, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse en littérature, c'est que, en fait, on se rend assez vite compte que la partition entre réel et fiction, elle n'est pas forcément si opérante que ça. C'est une partition qu'on fait assez facilement communément, mais en littérature, en fait, la fiction, qui est une grosse notion, hein, la notion de fiction, elle permet d'aller chercher du réel par d'autres voies. Et parfois, elle permet de quitter l'illusion qu'on a dans la réalité d'être une personne qui a des repères, qui est dans une vie sociale structurée, etc., et qui se raconte des histoires. Parce qu'on se raconte des histoires dans la réalité. Et donc, du coup, la fiction, vue sous cet angle, n'est plus une échappée du réel, mais une démarche pour aller requérir du réel par d'autres voies. Donc il y a une sorte de tentative dans Souvenir de la Maison de l'Aube qui effectivement consiste à montrer en quoi il y a un continuum, et qui devient très vite perturbant parce que ça réinterroge tout ce qui semblait faire sens. Et on retrouve effectivement cette question de l'absurdité à partir du moment où le sens sur lequel tout reposait s'effondre. Et là, pour le coup, il s'effondre de façon assez brutale. Le rêve inaugural devient obsédant. En revanche, le personnage n'a pas les clés. Et donc, il y a une trajectoire qui commence et qui s'inscrit d'emblée dans une rupture. Comment est né ce personnage d'Ilan? C'est vraiment un rêve ou où est la fiction? Alors le rêve, il est fictionnel, vraiment.
Et Ilan, c'est un être frontière, c'est un pont, c'est un personnage que j'avais déjà commencé à travailler sur mon premier roman qui s'appelait L'être relatif. Et oui, c'est un pont, il y a toute une symbolique derrière. Jung, c'est pas la référence lacanienne particulièrement, même si on pourrait chercher de ce point de vue, mais c'est plutôt un jeune. Et Ilan, il y a une des traductions, parce que Ilan a des origines croisées, il y a une des traductions qui renvoie à un jeune arbuste, en fait. Et donc, voilà, il y a la symbolique aussi de l'arbre. Et donc, tout ce qui peut relier à la terre et tout ce qui pointe vers le ciel. Donc, voilà, donc ce personnage permet cette exploration-là, c'est-à-dire l'exploration entre le vécu, le sens vécu, les questions un peu oniriques, les questions du sens de l'existence et la façon dont on fait racine ou dont on ne fait plus racine, et la recherche, qui est le titre, en fait, Souvenir de la Maison de l'Aube. La Maison de l'Aube, c'est une sorte d'écologie existentielle que le personnage va rechercher, malgré lui, comme on l'a dit tout à l'heure, avec effectivement, c'est très intéressant de le résumer comme ça, avec des sortes de stations. Chaque personnage, chaque rencontre est comme une station, et on a quelque chose de très puissant, puisqu'en fait, Ilan, c'était déjà le cas dans le premier roman, va se sentir de plus en plus relié, c'est-à-dire que son identité n'est pas une identité qui va être en repli sur sa quête subjective et personnelle, mais une identité qui va s'ouvrir, qui va l'ouvrir au monde. Donc ça, c'était intéressant aussi de faire en sorte que ce roman, qui a tout pour être un roman intimiste, soit, comme j'ai pu l'évoquer une fois ou deux, en rapport avec tout ce qu'on appelle l'extime. Là, il y a une référence lacanienne pour le coup, et donc c'était intéressant de pouvoir faire ce voyage-là, c'est-à-dire que ne ce soit pas simplement un roman sur un sujet qui est en repli sur lui-même, mais qui au contraire vit une ouverture au monde. Et là, ce qui est intéressant, on a parlé d'ouverture d'un autre temps suspendu, Clotilde a insisté, et là, il y a également, dans le cas du roman de Gillian, l'ouverture d'un autre temps de façon brutale, en tout cas brusque dès le début, on rentre dans un autre temps. Et la fiction est autre espace, autre temps. On revient à la métaphysique, à la dimension. On est avant tout des êtres de temps et d'espace. L'inscription de l'être, et dans les deux cas, les temps sont suspendus avec des esthétiques complètement différentes, mais il y a vraiment cette bulle de fiction essentielle où il se passe autre chose en parallèle pour mieux rejoindre la réalité ou le réel. Avec un point d'aboutissement très fort, en fait, une vision qui était apparue, dont je savais pas ce que je ferais, un homme dans une piscine de nuit, un corps, il vient d'être tué, cet homme, dans une belle piscine à l'américaine. J'ai fait tomber sur La Rochelle et Lagore une esthétique très américaine, celle du polar, pour rendre les choses encore plus artificielles et puis rajouter des jeux de lumière outrés cinématographiques. Et donc j'ai eu cette vision dont je savais pas ce que je ferais, un homme qui flotte comme une méduse avec une chemise blanche sortie du pantalon et qui flotte comme ça, voilà. Et ça m'a hanté. Et bon, voilà, quelques semaines sont passées et j'ai été me promener à La Rochelle, que je connaissais bien, aux alentours, à Lagore, zone résidentielle très 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 huppée. Il y a que des maisons d'architectes, des visiophones partout, des murs d'enceinte, des effets de lumière dus aux piscines cachées. Et là, il s'est passé quelque chose. Et je suis retourné me promener, je me suis imbibé des lieux et la fiction est née. Et c'est aller rejoindre cette vision, la première, enfin je parle de vision, c'est des choses vues dans un cas, et c'est aller rejoindre la vision de cet homme méduse dans la piscine. Et c'était le point d'arrivée, je le savais. Je savais pas comment j'y arriverais et pourquoi, mais voilà. Et donc je suis parti de Lagore et les personnages sont venus peupler Lagore et La Rochelle. Et je suis allé jusqu'au bout de cette fin dramatique dont je dis rien, mais effectivement au tout, voilà. Et les ramifications, quand je reviens à ça, effectivement, il y a des ramifications, ceux qui me lisent depuis un certain temps l'ont vu, la syntaxe est cruciale pour moi, en fait, une grosse part de mon esthétique est dans la syntaxe stylistique et narrative, effectivement, voilà, donc il y a vraiment un jeu
très spatial dans la construction du récit. Il y a des faux suisses, c'est vraiment un polar, donc je l'ai écrit en me jetant dans l'histoire avec seulement un point d'arrivée, mais très vite la tension était très forte, ce Gaspard prenait de la place, et en littérature ce qui est magique c'est qu'il est mort, mais il peut ressusciter avec des flashbacks, donc il prend beaucoup de place bien qu'il étant mort. En plus il était costaud, il a des attributs physiques qui font de lui quelqu'un d'attractif, et autour de lui effectivement il y a une femme magnifique et ses 3 enfants, il y a une dimension très tragique, en fait très vite, mais c'est le propre des polars de rejoindre le tragique, les tragédies. Et effectivement, tout comme dans Échec et Mat et moindrement dans Trafic, je vais piocher dans l'Antiquité. Donc on est vraiment, j'entrelace les temporalités, c'est à la fois très américain et très moderne. C'est une langue qui peut être racinienne. Un peu comme un scénario en fait. Hein. Oui. En fait, oui. pas autant que dans Trafic, hein, mais oui, exactement. J'aime bien parce que en fait l'idéal pour moi c'est les ambiances, emmener vraiment ailleurs, créer des pages, là aussi suspendre le temps, emmener dans des plages fantasmatiques, des plages de grâce, des plages de cauchemar, et il faut bien lier de façon tendue et intéressante pour le lecteur ces différents espaces, ces différentes ambiances. Et c'est un peu le roman policier ou le thriller, hein, que je l'approche beaucoup ou peu, c'est une garantie que le lecteur sera dedans, qu'il y a du nerf. Hein. Et la langue suit ça aussi. Là, on parlait de rythme aussi. La première chose que j'ai cherché à faire pour mon premier roman, et ça s'est fait automatiquement, c'est trouver un style. Et il était très nerveux directement. Il y a beaucoup d'incises. Et voilà, faut que ça soit très nerveux, très électrique. Comment tu arrives à trouver la limite en fait entre le roman policier et le roman noir? Alors là, il y a plein de définitions. Le roman, je vais parler que de moi. Je vais pas faire trop de théorie, ça serait dommage. Là, c'est un polar et effectivement, vu qu'il y a une part sombre, indéniablement, mais c'est plus un polar en fait qu'un roman noir. Mais on peut le voir comme roman noir, ça peut être synonyme. Là, après, on va vers des théories. Je préfère rester pas. Moi, je pense que c'est un roman noir. Eh ben, c'est ce qui compte. Voilà, ce qui compte, c'est le roman et pas ce que font les universitaires et les critères qui permettent de. Et puis c'est pour eux, de toute façon. Donc. Je me suis posé la question, hein. Et donc j'ai demandé autour de moi. Mais c'est vrai que. Et on m'a dit oui, c'est un roman noir. Tu as raison. Ah oui, mais c'est pas faux du tout. C'est un roman noir. C'est un roman. De toute façon, ça se recoupe avec le polar. C'est pas exactement la même chose, mais il y a roman policier, polar, roman noir. Mais vu que les ambiances sont très importantes, indéniablement, on peut dire que c'est un roman noir. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, attends. Là, je me permets de rajouter quelque chose, parce qu'en fait, cette discussion sur le polar ou le roman noir fait bien ressurgir également que nous sommes condamnés à l'interprétation, et quand on est lecteur, on trouve ce qu'on cherche également. Et c'est intéressant puisqu'en fait, à partir du moment où Galien est pleinement en résonance avec la ligne éditoriale dont on a parlé tout à l'heure, il joue avec les codes du genre. Donc les frontières deviennent labiles. Et ça, c'est intéressant de le pointer parce que ça aussi, ça fait socle d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, tout est, il y a beaucoup d'ambivalence dans la mesure où Galien l'a très bien dit. Il y a du nerf dans ses romans. Il y a une nervosité et à la fois il y a quelque chose toujours qui décroche à un moment. Et donc il y a des espaces oniriques, des espaces qui sont travaillés effectivement par la syntaxe qui parfois est très fragmentée, des phrases qui peuvent être assez longues et du coup d'un seul coup ça nous décentre. Mais mince, on est dans et là on sait plus où on est. Il y a des choses qui peuvent être éludées et du coup ça c'est intéressant parce qu'on franchement il y a un déplacement qui se joue et la question des frontières est une véritable question et donc le fait de ne pas forcément être certain de savoir définir roman noir, polar, je pense que ça a quelque chose à voir avec cette façon de travailler l'écrit. Et je dirais presque que c'est un jeu avec le roman noir, oui. Et un déplacement très fort par les images qu'il engendre, qui sont des images filmiques. Idéalisé, pictural, idéalisé, et qui souligne le manque. Oui.
et qui souligne une imperfection. C'est-à-dire qu'on attend l'imperfection dans un jeu du roman que l'on peut qualifier de noir ou polar, mais c'est surtout qu'il y a un décor qui est planté, mais il y a quelque chose qui est imparfait, qui doit se situer quelque part. Et c'est ça aussi, ce glissement tout le temps qui est beau. Parce que ça crée des intervalles et des espaces. C'est ça. C'est Voilà. ça recherché, effectivement. Voilà. Nous, ça échappe. Oui, ça échappe. Alors là, ce sont des vies parallèles en plus. Ce sont des vies parallèles parce que ce sont des rêves et ils s'échappent du réel, soit par le souvenir, soit par le rêve. Et dans ces rêves-là qu'il n'arrive même pas à délimiter, il y replonge aussi pour retrouver des trames narratives, des souvenirs, des extraits peut-être de théâtre, des fragments du cinéma. Parce que c'est un peu une scène de cinéma, ça. Et en quoi c'est effroyable? Il aime bien le mot. Oui, mais bon, c'est une façon d'exprimer quelque chose qui est absurde. Mais c'est pas, et qui met à distance. C'est-à-dire que de rêver comme ça avec presque un poncif là, en tout cas dans cela. Une volonté aussi, et ça je me suis beaucoup amusée avec le numineux et lumineux, c'est-à-dire que chercher au travers de l'invisible, quelque chose qui pourrait donner sens dans ce qui est absurde et dans le détail. Bon, après, le détail, ça peut être des magazines, des piles de journaux, de regarder l'ombre de... Il y a des choses absurdes qui sont pleines d'humour et de tragique. C'est par exemple l'ombre de sa maman, la silhouette grasse du dos sur le papier peint. Alors c'est abominable, je ne sais pas ce qui est abominable puisque c'est la mort de sa maman et il n'en reste que la silhouette et il s'endort avec ça. Voilà. Il peut aller marcher, il peut aussi essayer de nouer contact. Dans l'humour, je pense que c'est plus un amusement et une façon de se demander ce qu'il fait là. Donc c'est comme quelqu'un, par exemple, quand j'avais appris au théâtre, par exemple sur scène, quand on s'ennuie, on peut pas être sur scène et ne rien faire. Paradoxalement, quand on est sur scène et qu'on veut montrer l'ennui, on fait beaucoup de choses. Et donc, c'est par des menues actions qu'il peuple son univers en oscillant entre le tragique et l'absurde. Voilà. Et il est lui-même pris. Il est lui-même pris par ça, de toute façon. C'est une angoisse du réveil jusqu'à l'absurdité de la situation, du médecin qu'on ne vient plus consulter, de la ruralité telle qu'elle se présente avec le cercle des guérisseurs ou des prières. Il y a tout un monde qui se met en place aussi autour de Jérôme qui permet de donner en contrepoint quelque chose qui est de l'ordre peut-être du grotesque aussi, et de la vie de tous les jours. C'est ponctué et chaque événement de toute façon à la campagne est quelque chose d'énorme, d'immense. Et par rapport à l'espace qui est ouvert entre l'imaginaire, je pense que c'est surtout par exemple donner à voir la ressourcerie telle que Jérôme l'aperçoit, c'est un espace, c'est donner vie à un espace, c'est peut-être ça plutôt, c'est donner vie à des espaces imaginaires à partir du réel, à partir de quelque chose qui est observé. Par exemple, une ressourcerie, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, sauf que c'est un dépôt, un bric-à-brac. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ouvrir un espace et le voir autrement. Et c'est donner aussi, par rapport même par rapport aux politiques et à l'espace de l'art, alors là, on va aller plus loin. L'art, il faut qu'il soit nécessaire et qu'il donne à voir des choses. Le discours politique, il faut que la parole soit juste, sinon c'est du bruit. L'art, c'est pareil. Et alors c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant d'une littérature documentaire.
ou plutôt un art plastique documentaire, une photo documentaire, rendre visible ce qui est invisible. On peut le voir avec les migrants, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup on photographie les flux de migrants, on essaie de voir leur parcours, on recueille leurs paroles, et donc c'est cet art-là qui est maintenant beaucoup sur scène, et il est évident que la littérature ne peut se faire que dans l'imperfection. Duras disait même qu'il fallait que certaines phrases soient bancales. Il ne faut pas qu'elles soient toutes parfaites. Et donc, par rapport à ça, c'est ce réel-là, c'est celui que l'on montre. Et autant chez Galien que chez Gillian, ou dans mon roman, ou moins je l'espère, c'est ouvrir des intervalles de perception, c'est-à-dire un domaine du sensible partagé, mais que l'on n'aurait pas soupçonné auparavant. Qui échappe à la réalité. Et qui échappe à la réalité, qui devient visible, voilà. Et qui voilà. Des choses visionnées. Exactement. Et qui, tout d'un coup, devient visible et peut être sublimé et peut amener l'imaginaire. Ouais, exactement. Pour certains, il pourrait être à la marche, c'est simplement qu'il explore des endroits et qu'il entre en contact avec des êtres qu'on n'a pas l'habitude, des endroits qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter et des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Ça, c'est une grande chance de la ruralité, d'une certaine façon, c'est qu'on n'est pas anonyme et qu'on peut aller un peu explorer jusque dans la porosité. Hein. C'est écrire à partir de ça, et pas non plus selon les poncifs ou les standards de ce que peut être la ruralité. Et donc ça, on peut le faire aussi en ville. Il y a des espaces partout pour cela. Et sauf que moi, je le fais là parce que j'ai été catapultée là comme Jérôme. Et c'est ça, pour moi, le réel à l'épreuve des faits, c'est donner à voir, sublimer, par exemple, un vieil objet, un chapeau mexicain jeté dans un bric-à-brac, des vieilles photos, les regrets éternels que l'on pose sur une tombe et qui sont là dans la ressourcerie, qui vont resservir à autre chose. C'est ouvrir des espaces, suspendre le temps pour cela, et oui, ben c'est ce que j'ai dit, ouvrir des espaces à partir du réel. Voilà. On retrouve là la dimension exploratoire qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. On va parler de ton héros, du coup. J'ai choisi l'extrait du chapitre 15 qui s'appelle « Et maintenant ?» Commence à poindre une lumière orangée. J'avais presque fini par oublier que nul ne saurait m'apprendre ce qui m'importe dans la lumière, que les savoirs ne sauraient recouvrir tout à fait l'autre sang, la pulsation où ne pèse aucune erreur. J'avais oublié presque que ton visage est ton visage, comme l'eau est l'eau, qu'il est le nôtre ce visage et que nous y sommes reconnus simplement. Les propriétés qui nous déferaient ne sont que les formes changeantes de fièvre interprétative. Jamais elles n'affirmeront ou n'affirmeront véritablement ce qui a fondé ta présence en notre chez nous, Elmina. Il est ainsi de prééminence à réserver à quelque interprétation comme on l'aura imaginé à la hâte lorsque l'explication rationnelle aura donné le ton rigoureux. Il convient dès lors de démontrer le conflit de légitimité. Les différents ordres de vérité sont constitués de constellations d'erreurs justes, et l'erreur ainsi nommée n'est jamais que l'autre nom, naviguant d'impatience au-dessus des épaules rangées devant, comme pour passer par-dessus. Attends, hop. D'où ma pause. Alors, je reprends juste ma phrase, parce que quand même... Il convient dès lors de démontrer le conflit des légitimités. Les différents ordres de vérité sont constitués de constellations d'erreurs justes, et l'erreur ainsi nommée n'est jamais que l'autre nom de ce que nous prêtons au jeu de miroir, aux ombres et aux lumières mêlées de la rationalisation des sensations. Seules quelques ombres et lumières matinées auront à soulever, à me révéler, là où mon pressentiment est autant de l'ordre du sentiment que de la raison, et tout aussi peu encore. Il naît du piège réel à déjouer dès lors que l'épaule appesantie soumise aux chaînes de l'empêchement commence à se libérer, et la légende de s'éployer sous chaque pas nouveau, se sent titre de propriété aucun. Je m'extrais bientôt du berceau, résolu à écrire une autre lettre. Ce chapitre, il a un statut bien particulier, parce qu'en fait, le roman se déploie sur une journée, donc une unité de temps, et maintenant, c'est le lendemain.
C'est le tout dernier chapitre. Et ce chapitre-là, par rapport au thème de la soirée, il est intéressant en cela que le roman il est traversé par une logique tout entière, quasiment de la sensation. Et ce dont se rend compte Ilan dans la trajectoire de cette journée, c'est que la rationalité ne suffit plus. Et donc, il est traversé par des sentiments mêlés, c'est-à-dire par tout ce qui est de l'ordre de la ressaisie d'une certaine réalité. La lumière orangée, c'est l'aube. J'avais presque fini par oublier. Donc, il se reconnecte à son environnement. Il ne sait pas quoi en faire exactement. Il y a des pans de rationalisation, mais la rationalisation ne suffit pas. Et donc là, on a un personnage qui est tout à sa recherche. Et cet extrait bien précis, c'est ce qu'il exprime, c'est-à-dire qu'il y a un passage où le personnage parle de fièvre interprétative, et les fièvres interprétatives, ça renvoie à la surinterprétation et la rationalisation qui nous permet de tenir debout, bien évidemment, mais qui parfois a une prééminence qui va inhiber précisément ce qu'on ressent de façon très très première, très fondamentale. Ce que le corps, comment le corps se fond et perçoit ce qui l'entoure. Et la notion même d'environnement peut être interrogée. Moi, j'étais très marqué par un philosophe qui est sociologue qui s'appelle Norbert Elias, qui a traversé une bonne partie du XXe siècle et qui disait que dans une perception de l'écologie, qu'en fait l'homme ne faisait pas face à un environnement, il était dans l'environnement, et donc il y a tout ça qui se joue, c'est-à-dire cette reconnexion. On pourrait penser qu'il est en décrochage, mais en fait il est en reconnexion. Et cette reconnexion, elle est violente, elle est insécurisante, mais on sent qu'il y a un enjeu existentiel majeur derrière. Et la temporalité, en fait, le fait que ce soit comme ça, en fait, c'est bref et c'est fort. L'auteur a assumé d'être comme le personnage en totale insécurité. C'est contrairement au premier roman. Je me suis fondu avec le personnage, c'est-à-dire que c'était important pour moi de savoir comment il allait ressaisir les choses, comment il allait se ressaisir. Et du coup, j'ai vécu moi aussi les stations dont on parlait tout à l'heure, et qui ont fini par construire, c'était pas l'approche première puisqu'on est sur une logique vraiment de la sensation une fois de plus, mais qui ont fini par construire un arc narratif. Et la rupture, elle est il y a la rupture donc avec le monde du travail qui était le sien. Il y a une reconnexion avec les sentiments. Et avec les êtres, tout simplement. Il y a un personnage par exemple qui s'appelle Auguste, qu'on nommerait classiquement, politiquement et dans les sciences sociales un marginal, mais en fait lui il se rend compte, Ilan, qu'il est au centre des rapports sociaux. Donc, il n'est pas dans les marges, il est pas dans les marges, c'est qu'on ne le voit pas en fait, et lui commence à le voir. Voilà, donc ça il y a tout ça qui se joue. Il y a une rencontre aussi avec un oiseau et il se passe quelque chose de très fort aussi à ce moment-là. Donc toutes ces stations le reconnectent vraiment de façon extrêmement forte et émotionnellement ça le remue. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est une des questions qui est assez fondamentale, c'est de savoir si ça le conduit vers cette écologie existentielle, cette maison de l'aube, ou s'il est en train de vivre une chute irrémédiable. Parce qu'en fait, cette sortie de route, d'une certaine façon, ou cette sortie des rails, c'est une sortie de tous les dangers.
Voilà. Donc il y a aussi cette ambivalence qui consiste à se poser la question. Moi, je me la suis posée en tant que lecteur de ma propre écriture. Mais il va où? Où est-ce qu'il va, Ilan? Voilà. Et là, je crois que c'est un point commun également aux 3 romans dont on parle. La dimension exploratoire a été donnée, mais la dimension expérimentale et l'histoire découle de l'existentiel. Jérôme, Ilan, Julien, Gaspard sont plongés dans des situations excessivement fortes qui nous ont attirés au début, qu'on n'a pas calculées, qui nous ont prises, et on a suivi les possibles existentiels avec ces personnages aussi loin que possible, et c'est ça qu'a construit en grande partie, en tous les cas, la dimension narrative. Elle n'est pas préexistante. Elle est construite par les chemins, les portes qui s'ouvrent, les personnages parfois inattendus qui surgissent, les espaces inattendus et qui vont être peuplés. Et c'est là que la fiction est exploratoire, encore plus expérimentale vraiment, et qu'elle fait des découvertes que seule la réalité et que les sciences dures ne peuvent pas faire. Puisqu'on s'aventure là, on prend le risque d'aller dans les sentiments, dans ce qui échappe à la rationalité, on met en crise la réalité pour justement atteindre ce qui est masqué, ce qui est mis de côté car pas efficace, pas efficient par la réalité. Et pour les souvenirs de la Maison de l'Aube, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a 2 styles. Il y a une façon baroque d'écrire et il y a le réel. Et les 2 viennent très heureusement se côtoyer, se percuter parfois. Et il y a quelque chose là-dedans qui révèle, puisqu'il est en train de se libérer, Ilan est en train de se libérer, il y a dans cette écriture qui se découvre, qui se dévoile, comme la mise en abîme, c'est-à-dire la mise en abîme de l'être. Et je dirais que c'est le processus de l'écriture qui est en train de se faire en même temps que le livre s'écrit. Et c'est ça qui se découvre. Et c'est cet espace-là qui est ouvert, celui de l'écriture aussi. La Clotilde met le doigt sur quelque chose d'essentiel qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, le style. Tu pourras parler du tien, Gillian du sien, un mot rapidement du mien ou pas, mais ça fait vraiment corps avec les projets à chaque fois. Effectivement, la fiction, on en a pas mal parlé et on y reviendra éventuellement, mais ça doit être porté par une langue autre. Si c'est la langue de la réalité de tous les jours, on va pas pouvoir rendre ces espaces autres, ces états limites, ces incertitudes. Et dans le cas de Clotilde, il y a donc je reviens sur une idée qui m'a vraiment marqué. Et c'est bien l'autre temps, on a vraiment une présence théâtrale très très forte avec le personnage Jérôme qui un peu ce journal de bord qui part dans plein de directions, qui n'aboutit pas mais qui est repris sans cesse. Et élision du jeu, le jeu est en crise, et des phrases effectivement où il cherche, elles sont déconstruites par fragments parce qu'il cherche quelque chose à peupler, ce qui est le manque. Donc ça, et ça fait une langue, effectivement un rythme, tu parlais de pulsion également corporelle, très propre, et le style est vraiment colle à l'existence du personnage et à sa quête existentielle. Gillian va parler du style qui est effectivement très particulier, un style poétique pour le dire très vite, mais en disant ça on n'a rien dit. Et dans le cas du Rouge et l'Or, c'est très 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 longues phrases, effectivement suivent les fantasmes des personnages. Elles apparaissent jamais quand on est en focalisation externe, c'est vraiment quand le personnage substitue à la réalité ou ajoute à la réalité une force désirante telle que tout vole en éclats. D'où le fait qu'il y a des incidents, qu'effectivement ça devient un peu labyrinthique. Il y a une saisie de ce qui... Et le style est là à chaque fois pour vraiment traduire au plus fort ces expériences existentielles. Oui, je ne peux que rejoindre ton propos. Souvenir de la Maison de l'Aube, effectivement, je rejoins ce que dit Clotilde, c'est-à-dire que c'est l'aventure de l'écriture, elle est vraiment, elle colle au personnage, c'est-à-dire que la langue, elle est baroque parce que cette journée, elle est complètement baroque. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre effectivement qui se joue, c'est-à-dire que écrire en vérité, c'est se mettre au mieux qu'on peut le faire en tous les cas, vraiment au service de ce qui est en train de se jouer. Dans la pénombre verte et garante, Laure garda son sang-froid, laissa passer l'orage, le corps vibrant de Julien d'avant les premiers mots. Puis elle trouva la force de lui redire ses sentiments, autres que les siens, d'être uniquement tournée vers Gaspard. Reste que Julien ne l'entendit pas. Et comme le temps jouait contre lui, disposait-il raisonnablement de plus de 5 minutes pour se faire entendre? Son père et surtout Alice étaient susceptibles de descendre à tout moment.
Julien prit son bras pour l'amener à lui. Laure plongeait son visage dans le sien pour en finir dans un souffle avec l'impression stupéfiante d'une scène qu'il aurait déjà vue et qu'il pouvait diriger, coïncidence idéale, cellule de temps intime parfaitement exaucée, mais il en serait loin. Laure s'étant dégagée sans paniquer, reculait vers une lampe pour le fixer, effarée, silhouette au cœur battant à 4 mètres de lui qui frissonnait ses yeux bleus dans le verre où se noyaient les siens. Ceux de Julien, tendu et tremblant d'avoir raté un coche, il est vrai impossible, irréel, et de vouloir le rattraper. Mais à la place s'emparer d'un cendrier en verre, à fracasser vers elle, faire voler son corps en éclats dans l'obscurité illusoire. Alors ce passage, je trouve qu'il est emblématique parce qu'en fait... On est bien sorti. Oui, je fais du mieux que je peux. Bravo. J'ai réussi à respirer. Ce passage, en fait, on est vraiment dans le lien entre les personnages. Il en dit pas trop, voilà. Il en dit pas trop. Je te laisse le micro pour nous expliquer. Oui, alors. J'ai peur de dévoiler. Oui. On va essayer de pas dévaluer, mais on voit bien effectivement là avec le jeu sur les lumières, les couleurs, sur les deux focalisations, on rentre dans les deux corps qui se croisent, qui se mettent à distance. On voit bien la violence symbolique extrême qui est là, et le fantasme qui envahit, qui empiète sur la réalité, qui va même l'occulter. Et là, on a un passage. Alors, je vais pas trop en dire. Tant pis, c'est un peu vague, mais le thème du consentement est très important à l'heure actuelle dans les relations sexuelles, affectives, et pour cause. Et ce roman, notamment, on va rien en dire ou presque, mais pause, c'était pas le but du tout. Mais justement, en suivant très très loin, très très fort les personnages et leurs désirs, on est dans cette zone entre deux où il y a un désir d'un côté, un désir de l'autre, et un sas entre les deux qui est trouble, qui est flou, parce qu'on projette son propre désir. Et là où les désirs se rencontrent ou pas, il y a beaucoup d'incertitudes, et là on voit bien effectivement cette déconnexion par rapport à une réalité objective qui échappe, et cette projection violente de Julien. Et une image, puisqu'on parlait de représentation, la différence entre le réel et la réalité, c'est celle-ci, c'est que la réalité, c'est une représentation du réel, dans la mesure où le réel est fondamentalement inaccessible. La réalité de la montagne, selon la position de l'observateur, c'est pas la même. Et pourtant, elle est réelle, cette montagne. Et donc, c'est intéressant parce que cette image idéale que Julien, ce personnage, construit, elle provoque... Enfin, en tout cas, elle a un rapport très étroit avec la dimension tragique du personnage, dans la mesure où il va, comment dire... il va vraiment décrocher, en fait, c'est-à-dire que il est dans cette irréalité, et sur la question du consentement, effectivement, elle se pose de façon aiguë, parce que il parvient à cette frontière, toujours cette logique des frontières, qui est celle de, merde, je ne trouve plus le mot, pardon, qui est celle de la violence, en fait. C'est violentant pour lui et c'est violentant pour l'objet désiré, qui en l'occurrence est un sujet, mais qui est d'une certaine façon presque réifié. Et donc la dimension du sujet, là, c'est pareil, elle est bousculée. Alors, je vais vous dire une chose sur votre livre, puisque j'ai pas lu les autres. La première impression, elle est picturale. Ça m'a fait penser au tableau de David Hockney, la piscine. En même temps, il y a ce côté paisible, et on sent sous-jacent la violence de tous les personnages, parce qu'ils sont ambigus, ces personnages. Ouais. Oui, ça, je crois que c'est vraiment intéressant, et je vais pas parler que de moi, enfin, je vais parler de mon roman, mais de mes romans, et plus de la ligne éditoriale, encore une fois, et du processus de création. C'est vraiment du rythme, des images et des lumières, en premier lieu, de loin, donc de l'imaginaire. Et après, ça s'habille, ça s'humanise et ça se creuse, et plein de choses viennent. Mes chapitres viennent du corps, en fait. Je sens qu'il faut un chapitre long, un temps court, un temps fragmenté, et jamais l'intellect vient juger ça. Et donc que ce soit à l'échelle d'une phrase, d'un paragraphe ou d'un roman, c'est d'abord un travail rythmique.
Le rythme est premier. Et ensuite, je sais pas, après dans l'ordre, c'est ça qui est... Et les lumières et les couleurs. Et tout le reste vient après. Moi, j'ai lu qu'un seul des livres sur les trois, c'est celui de Gillian, donc là, je demande l'indulgence des deux autres auteurs. Mais je voulais rebondir sur à la fois le thème, le réel à l'épreuve des faits, et je trouve que ce thème, on peut difficilement parler de réel à l'épreuve des faits sans introduire une petite notion de symbolisme. Enfin, c'est très important, et dans le livre de Gillian, je trouve qu'il est extrêmement dense, le symbolisme. Alors je rebondis un petit peu à vif sur ce qui s'est dit tout à l'heure, mais tu disais le personnage est relié, et c'est vrai qu'il est relié, mais au prix de multiples ruptures. Sinon cette reliance ne pourrait pas se faire. Il gagne un lien en perdant autre chose en parallèle. Et moi j'ai vu, on parlait d'étapes, vous avez parlé d'étapes tout à l'heure avec certains personnages, j'y ai vu aussi un symbole. Je veux dire, c'est cet oiseau, enfin, pour moi, à tort ou à raison, ça n'engage que moi, hein. Les oiseaux ont souvent, dans certains romans, un rôle de psychopompe. Ils viennent chercher la substance de l'être en devenir ou en train de mourir, ce qui est aussi une forme de devenir. Et j'y ai vu un petit peu ça dans Mon bel oiseau, d'autant qu'il est une émanation de quelqu'un qui n'est plus, donc ou qui a été baptisé par quelqu'un qui n'est plus. Alors je déflore pas le livre. Il y a autre chose qui m'a frappé aussi, c'est le personnage d'Auguste, qui est effectivement en rupture, enfin qui est apparemment un cassos, c'est aussi comme ça qu'il s'appelle, alors qu'en fait il l'est pas du tout. Et je me suis dit, ce personnage qui est aussi une des clés, il a à la fois un nom de clown et un surnom d'empereur. Et il se trouve vraiment à cette fragile frontière, justement, puisqu'il est asocial au sens où il appartient à aucune classe, en fait. Et il y a une notion de jeu, parce que c'est le contraire du clown blanc, l'Auguste, hein. C'est celui qui c'est lui qui fait rire. Le clown blanc, il est là pour agiter ses paillettes et jouer de la flûte, mais c'est pas lui qui fait rigoler les gamins. Et en même temps, il a quelque chose d'impérial, cet homme, d'une certaine façon. Donc j'étais très frappée par dans ce livre que je viens juste de finir, donc j'ai aucun mérite à en parler avec autant de clarté parce que je l'ai fini ce matin. Faut être honnête. Donc j'ai été frappée par le poids des symboles, mais pas au sens alourdissant, plombant, pas du tout. Mais je me disais, si j'approfondis cette lecture, et j'entends bien l'approfondir, je vais en trouver d'autres. Parce que et il y a aussi évidemment le style que je te connais entre guillemets, mais qui est là totalement aussi en rupture avec ce que j'ai pu lire de toi avant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une continuité et quelque chose de radicalement différent. Que je ne peux pas définir là en mots, mais j'ai senti quelque chose d'autre. Voilà, il y a une altérité dans ce roman qui me paraît importante, et un symbolisme très fort dans ces personnages clés, ces fameuses étapes. Et je trouve que c'est en plein dans le thème d'aujourd'hui. Et je doute pas que j'aurai autant de ressenti avec les deux autres qui sont chez moi, mais que je n'ai pas encore ouvert, pardon. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est une lecture vraiment stimulante que tu as faite là, puisqu'en fait, Auguste, effectivement, c'est un empereur. Et il a gagné sa liberté, mais comme tu le laissais entendre, et pour Ilan, c'est un peu similaire, c'est à quel prix ? À quel prix ? Et du coup, Auguste, c'est pour ça que je disais qu'en fait, c'est intéressant de le voir comme un personnage qui est... la littérature a un rapport avec l'invisible. Et Auguste, il est invisible. Et comme je disais tout à l'heure, il est au centre des rapports sociaux si le regard mute. Et le regard d'Ilan, il est en pleine mutation. Et donc, effectivement, c'est assez intéressant et je te remercie. C'est vraiment une lecture très, très touchante, puisqu'en fait, il y a effectivement chez Auguste, par exemple, ce clown revendiqué d'ailleurs, il est tout à sa joie. Il comprend pas d'ailleurs que les personnes qui vont faire leurs courses et qui font rouler leur caddie ne soient pas eux tout à leur joie. Et donc cette répudiation, je crois que c'est l'expression, cette répudiation machinale du bonheur qu'on pratique tous, moi le premier, il ne la comprend plus. Voilà, et il aimerait que le monde soit à sa joie comme lui.
Merci. Je vais continuer l'équilibre parce que moi j'ai lu le livre de Clotilde Escale, donc voilà, un point partout. Donc en fait, c'est vrai que le personnage de Jérôme, il est omniprésent, mais il est entouré d'une cosmogonie d'autres personnages qui sont extrêmement importants aussi et qui participent en fait à ce que vous voulez dire, enfin à ce discours de fragmentation, de décalage, enfin on peut dire tout ce qu'on veut. Je pense aux médecins par exemple qui déplorent de plus avoir de clients, voilà. Et puis moi il y a quelque chose qui m'a vraiment réjoui, c'est le groupe du magnétiseur avec. Alors en fait, parce que ça a l'air de pas y toucher, mais enfin ça y touche très fortement à quand même l'analyse politique et sociétale. Et Jérôme, il est quand même, il se rapproche de la nature autant qu'il peut avec son bégonia, son arbre, et puis, il s'oppose à la chasse en fait. Hein, il est et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Alors j'ai plus la phrase exacte, mais j'ai mis les petits papiers un peu partout dans le livre. Donc. Et quand il y a le passage où vous dites qu'en fait le gouvernement s'occupe pas des gens, enfin qu'il laisse tomber le monde, et juste après il y a le passage avec le groupe des magnétiseurs où il y a ce délire sur les aliens en fait. Et moi, je me souviens que pendant le Covid, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça en prenant le soleil, en allant dehors un peu. Et voilà, ils étaient complètement dans ce délire-là d'alien. Ça a été très fort. Hein. Moi, je travaillais avec une psychologue qui m'en a parlé. Il y avait des gens qui lui amenaient ça en consultation, mais dur comme fer en fait. Donc là, on a vraiment ce rapport entre justement entre la réalité ou le réel et la fiction qui est de. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, enfin moi je me suis dit tiens, j'avais jamais pensé ça, c'est en vous lisant en fait. Je me suis dit mais comment des discours des pensées comme ça fabulatrices peuvent s'installer, fabulatrices après tout, on a le droit de croire aux aliens, hein, c'est pas du tout le problème, mais je veux dire c'est complètement décalé du fait que le gouvernement s'occupe des gens, et en fait non, c'est pas décalé, c'est certainement un étroit rapport, parce qu'en fait voilà, chaque personne sauf sa peau en fait cherche un refuge, cherche une raison de vivre, cherche un exutoire, cherche à ce que son esprit n'éclate pas. Donc il faut que lui-même trouve sa propre cohérence si elle n'existe plus dans le monde réel et concret, enfin ce qu'on appelle le monde réel et concret, il la fabrique ailleurs, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et puis cette notion entre réel et réalité, alors là, ça ne concerne pas seulement le livre de Clotilde, mais moi, c'est quelque chose qui me taraude depuis la petite enfance. Et je me souviens d'avoir eu des conflits, mais vraiment ouverts avec mon père là-dessus. Parce que lui, c'était quelqu'un de très cartésien, carré et tout. Il me disait, mais un jour, ma fille, tu vas peut-être mettre les pieds dans la réalité, quoi. Et ça a mis longtemps à maturer quand même, parce que c'est dur hein, qu'on se reçoit ça dans la figure et qu'on se dit ouais, mon imaginaire il est pas du tout reconnu, pour moi il est très réel mon imaginaire. Et un jour c'est sorti, je devais être adolescente, je dis papa, il y a deux choses, il y a la réalité et le réel, moi je suis dans le réel. Mais je remercie beaucoup de cette lecture qui, dans le détail, et et de soulever cette thématique-là. Ce roman a vu le jour, a commencé au moment du confinement, lorsque tout était suspendu, où il ne se passait plus rien. Et il y a eu aussi cette relation à la médecine, quand on parle du médecin, du maréchal Ferrand et tout ça. Il est vrai que là où je vis en partie, il y a des solutions parallèles, puisque de toute façon, il n'y a plus de médecin, et il y a une envie de retourner à la notion de sujet. C'est-à-dire donner la parole, et les gens ont besoin d'exister en tant que sujet. Ce qu'on ne leur donne pas tant que ça dans la société, et surtout à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a, alors à ce moment-là, c'est l'abord des croyances invraisemblables, hein, mais qui sont peut-être en résonance aussi avec des phénomènes cathartiques qui ont toujours existé dans la société bien avant la médecine, et c'est comme s'il y avait un retour à cela.
un retour à une mythologie de la vibration, même des extraterrestres, de tout ce qu'on veut, mais qui permet de replacer ou de recontextualiser un être humain entre ciel et terre. Alors merci. Oui, alors je n'en ai lu qu'un seul aussi, donc et le souvenir est lointain, donc c'est ça dont je voulais témoigner, puisque je l'avais lu en PDF il y a 6 mois pratiquement. Ouais. Et donc je voulais témoigner d'un imaginaire qui persiste, que je qualifierais en 3 points. Le premier, c'est en partant de ton image du cadavre flottant, on est complètement dans le cinéma parce que évidemment c'est Sunset Boulevard. Hein, évidemment. Bon, voilà. Donc ça c'est le premier point. Le second dont on n'a absolument pas parlé et qui, alors c'est sans doute personnel, c'est ni du côté du polar qui est évident, ni du côté du roman noir, mais c'est un western pour moi ce livre. Dans la tension entre les personnages, et je crois qu'on est vraiment dans la logique du duel. Et là aussi, c'est cinématographique. Et le troisième point, et je vais pas embêter les gens avec ça, c'est d'un point de vue stylistique. Galien pratique à merveille l'hyperbat. Je laisse chacun rêver sur les hyperbates. Et c'est plus facile, le futur antérieur, et ça boucle la boucle sur le lien entre le réel, la réalité et la fable. Le futur antérieur, c'est le temps de cet interstice entre le réel et les faits.